Et les œuvres, elles ne sont filmées qu'à travers le travail humain. On les transporte, on les déplace, on les restaure, on redore les cadres, on les surveille, etc. C'est un peu le parti pris du film. Un autre parti pris étant d'ailleurs de ne pas filmer les visiteurs. J'aurais pu filmer les jours d'ouverture, les visiteurs, mais j'ai pensé que c'était mieux au fond, de filmer le Louvre quand il n'y a personne, parce que du coup, il est pour vous. Vous avez l'impression d'être comme des petites souris qui vous introduisez dans un lieu où vous n'avez pas le droit d'aller d'habitude. Il y avait une dame, oui, voilà. Bonjour, alors merci d'abord au festival d'avoir programmé ce film que j'avais vu quand il était sorti à la télévision, puisque je pense qu'il n'est sorti qu'à la télévision. Non, il est sorti en salle. D'accord, bon, je l'avais vu à l'époque, donc dans les années 90, et je sais qu'il y a des plans qui sont restés marqués dans ma mémoire visuelle, notamment ceux des statues qui surgissent du sol, de cette statue qui se promène dans la rue, aussi de la conservatrice qui part du département des antiquités orientales, parcourt les salles, ouvre une porte, descend dans les espèces d'escaliers dérobés. Et j'avais trouvé que c'était absolument extraordinaire cette façon de filmer justement la vie secrète des statues, des objets, des lieux tels qu'on ne les connaît pas. Et je me suis demandé en revoyant le film si vous aviez été au moment du montage inspiré par un feuilleton que les lycéens qui sont présents ici ne connaissent certainement pas, des années 60, on appelle ça un feuilleton à l'époque, aujourd'hui on dirait une série, qui était Belphégor, le fantôme du Louvre. Est-ce que ça vous a inspiré dans le montage? Absolument pas, pour la bonne raison que j'ai jamais vu Belphégor. Dans les années 60, mes parents n'avaient pas la télé. Et donc j'ai jamais vu cette série. Voilà. Au fond, quand je fais un film, les inspirations ne viennent pas des autres cinéastes. Bien sûr, j'ai vu plein de films, et donc j'ai été certainement façonné par des choses que j'ai vues, mais je ne pense pas à des cinéastes antérieurs. Quand je fais un film, j'essaie de trouver mon propre langage, ma propre façon de raconter, ma propre narration, sans me référer à tel ou tel. Voilà, cette scène de cette femme qui fait ce long parcours, alors ça c'est typiquement une séquence que j'ai un peu organisée avec elle. Dans le film, il y a des scènes, et ça répond aussi à la question de votre question tout à l'heure, il y a des séquences qui sont, je dirais, filmées sur le vif. Il se passe quelque chose et je suis là au bon endroit pour capter ça. Et puis, ici ou là, il y a des séquences que j'ai sollicitées, en particulier ce long trajet, cette femme qui est archéologue et qui part je dirais, du rez-de-chaussée pour descendre dans les profondeurs du musée. Et d'ailleurs, ça se voit que la scène a été mise en scène, si j'ose dire, puisque on la voit passer, puis ensuite je la reprends et on la revoit encore. J'ai organisé la séquence en différents plans en lui demandant chaque fois de nous attendre. Elle l'a fait pour nous, ce trajet. C'est un trajet qu'elle fait tous les jours ou 3 fois par jour. Je lui ai demandé si je pouvais filmer ce trajet. Et je lui ai même demandé de porter ses chaussures à talons. Parce que elle aurait fait le trajet avec des chaussures en semelle de crêpe, ça n'aurait pas été aussi fort. Là, ce qui est beau, c'est que ses talons martèlent le sol. Alors quand elle passe sur du marbre, les talons claquent, puis elle passe sur un tapis, et puis cet escalier en ciment, puis des planches,
Bref, ça nous raconte aussi tous ces matériaux sur lesquels elle se déplace. Et c'est ce qui donne, le son donne son intensité à la scène. Ça donne aussi un côté un peu fantastique quand même. Oui, oui, parce qu'on ne sait pas où elle va, parce qu'on est dans une pénombre, c'est souterrain, c'est mystérieux, on a l'impression de descendre à la cave, enfin, on ne sait pas ce qu'elle va... Et puis, d'ailleurs, elle m'a demandé, il fallait qu'elle justifie son trajet pour le film. Donc on a évoqué le fait qu'elle porte quelque chose. Et évidemment, je ne vais pas demander de porter une amphore ancienne, très lourde, etc. Donc on a choisi un tout petit objet. Et le tout petit objet, d'une certaine manière, est d'une taille inversement proportionnelle à la longueur du trajet. Ce qui donne un effet comique au fond. Elle fait ce grand trajet pour un tout petit truc qui est grand comme un coquetier. Est-ce que... Pardon. Je sais pas si on voit. Oui, la question c'est autour... C'est vraiment un cinéma d'observation, très visuel, il faut être aux aguets, enfin on sent bien toute la culture visuelle. Mais en fait, je voulais savoir comment vous travaillez avec votre équipe, parce que c'est un travail, on se dit peut-être... Porter la caméra serait plus simple, mais comment vous transmettez en fait votre regard au cadreur, en fait, à l'opérateur? Comment vous travaillez avec votre équipe? Pareil pour le son, en fait. Comment vous dirigez ça? Parce qu'on a presque l'impression que c'est pas dirigé, c'est un compliment, hein, mais voilà, comment vous travaillez? Alors, vous dites c'est visuel, mais moi je m'intéresse autant au son, et peut-être même plus encore au son qu'aux images. En fait, je suis plus un homme de son que d'image. J'aime les sons, les accents, les langues, la parole, voilà. Et là, le film, dans ce film, les sons sont très importants. Il y a des sons qui ont une belle ampleur, et puis d'autres qui sont comme des petits gratouillis quand on nettoie un petit objet. Et le film joue avec tout ça. Hein. Le plaisir du film est lié à ça, je crois, en partie. Mais alors, aujourd'hui, je fais moi-même la caméra, je tiens la caméra, mais à l'époque, en effet, je travaillais avec des opérateurs. Et pour ce film, comme c'est un film dont le tournage s'est étalé sur peut-être 5-6 mois, j'ai pas pu travailler avec le même, donc il y a 5 opérateurs qui se sont succédés selon les disponibilités des uns et des autres. Alors souvent, moi, je ne suis pas sur leur dos du matin au soir parce que c'est insupportable et pour eux et pour moi, mais je dirais on se comprend vite, et souvent à demi-mot, et souvent par un échange de regards, ça va très vite, quoi. Quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je fais un petit signe, et c'est comme ça que ça se passe au fond. Et les opérateurs, je ne suis pas trop sur leur dos, au sens où il ne s'agit pas de leur dire mot à mot ce qu'il faut faire, parce qu'un opérateur, il a besoin aussi de s'approprier les choses et de filmer aussi avec son propre désir, son propre... Donc il faut à la fois dire des choses et laisser à l'opérateur une part de liberté. Bonjour. Donc là, j'ai bien compris que pour ce film, vous aviez un peu choisi votre sujet par hasard, enfin, du fait qu'il y a eu ce premier tournage. J'ai vu d'autres films de vous et je voulais savoir en fait comment vous tombiez sur vos sujets. Est-ce que c'est toujours comme ça, un peu un hasard, par des rencontres, ou parce que vous avez des questions en tête? J'aime beaucoup cette idée du hasard. Agnès Varda disait le meilleur assistant, c'est le hasard, et je suis totalement d'accord avec ça. C'est mon cas aussi. Le hasard, je laisse le hasard ou les hasards faire les choses bien souvent. C'est-à-dire, il y a une part de hasard et une part de nécessité, si je puis dire. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui cherche justement quel est le bon sujet.
je ne sais pas ce que c'est qu'avoir un bon sujet pour un film documentaire. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais sujet. Ce qui compte pour moi, c'est plus que le sujet, c'est le regard. C'est ce qu'on en fait. Je dis ça parce que vous pouvez faire un très mauvais film sur un grand sujet, ou un apparent grand sujet, et faire un beau film sur un sujet d'apparence relativement tout à fait anodine, par exemple. Donc la beauté d'un film, la grandeur d'un film est pas proportionnelle à l'importance de son sujet. On peut faire un film sur l'épicerie du coin. Ça sera peut-être formidable, parce qu'il y aura des personnages, parce que... Voilà. Et souvent, en effet, chez moi, c'est les rencontres qui font les choses. Quelquefois, on me tire par la manche, viens voir, ça peut peut-être t'intéresser. C'est souvent un peu comme ça. Donc je pense qu'on peut prendre au sérieux toutes sortes de choses. Et ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. C'est la façon d'être là. C'est la manière d'être là, d'être avec les gens. Je dis souvent que je fais des films avec plutôt que des films sur. C'est-à-dire que ça raconte que j'ai pas un discours sur. Je fais pas des... Ah, c'est quoi le message du film? Il n'y a pas de message, j'ai fait un film, c'est déjà pas mal. Les films ne sont pas réductibles, en tout cas chez moi, à un message, à un slogan. J'ai fait le film pour dire à l'humanité telle chose. Non, restons modestes, j'ai fait le film. Et ce qui importe, ça n'est pas le vouloir dire qui préexisterait au film, mais c'est le geste, c'est le fait de le faire. Au fond, je fais des films pour aller à la rencontre du monde dans lequel je vis, dans le monde dans lequel nous vivons, non pas pour instruire le spectateur, comme si j'étais moi-même quelqu'un qui sait et qui doit dire au spectateur voilà ce qu'il faut savoir sur le lourd, sur telle chose, sur telle... Mais comme quelqu'un qui ne sait pas, qui fait son film avec des questions, des doutes, une part d'ignorance, une curiosité, une envie d'aller à la rencontre de quelque chose. Et voilà, c'est ça qui m'anime au fond. Plus que l'idée de traiter un sujet. Ça, c'est à la télé qu'on traite un sujet. Voilà ce qu'il faut savoir sur la catastrophe de Fukushima, et nous avons enquêté, ci et ça. Moi, je ne fais pas comme ça. C'est-à-dire, je ne place pas le spectateur dans cette position où le spectateur est là pour... au fond, j'essaie de considérer les spectateurs comme tels, et pas comme des gens qui doivent recevoir d'une manière passive le film en question, comme étant une vérité, comme étant... Bonjour. Bonjour. Je découvre votre travail, je suis absolument émerveillé. Pour revenir un peu sur la question de monsieur, comment est-ce que vous pensez en fait le travail sonore dans vos documentaires en général, et comment est-ce que dans celui-ci vous avez collaboré avec, parce que j'ai vu que c'est une musique originale, une composition originale, comment est-ce que vous avez pensé la musique avec votre compositeur? Parce qu'il y a vraiment une symbiose, elle arrive vraiment chaque fois à point nommé, partage comme ça, et elle crée limite une narration implicite, ce qu'on n'entend pas, parce que c'est un film qui est où la parole n'existe pas vraiment en tant que telle, mais le son oui, et la musique presque devient les paroles qu'on n'a pas par rapport aux personnes. Comment est-ce que vous avez pensé ce travail-ci? Est-ce que vous avez regardé La Maison de la Radio? Vous avez Non, vu? je n'ai pas vu.
Parce que si vous vous intéressez à la question du son dans un film, c'est dommage, parce que c'est au cœur du film. C'est un film sur un média invisible, le son. Mais c'est trop tard, ça a passé hier, je crois. Alors, concrètement, l'ingénieur du son, les premiers jours de tournage, il s'arrachait les cheveux. Parce qu'au Louvre, les espaces sont très grands, et donc il y a beaucoup de réverb. Et du coup, la parole est souvent difficile à comprendre, etc. Et moi, j'ai tout de suite dit, c'est pas grave, faisons avec. On va faire avec ça, on va jouer avec ça. Ce côté un peu parole, un peu brouillé, quoi, un peu difficile à saisir. Beaucoup de gens d'ailleurs ont invoqué Jacques Tati à propos de ce film, un peu à cause de ça. Mais voilà, donc on a fait avec les difficultés. Et souvent dans un documentaire, il s'agit de faire avec, quoi. On ne peut pas tordre la réalité, on ne peut pas la plier, on ne peut pas dire attendez, on n'est pas prêt, attendez, repartez là avec ce truc très lourd, s'il vous plaît. Non. Il faut. C'est à nous de nous débrouiller. Et concernant la musique, Philippe Hersant, le musicien, c'est un grand musicien contemporain dont j'avais découvert le travail au théâtre. Il a fait pas mal de musique pour le théâtre. Et je lui ai proposé de faire la musique du film. C'est la première fois que j'ai travaillé avec lui. Il est venu, le montage était déjà très avancé. On s'est mis assez vite d'accord sur les quelques endroits où ça semblait nécessaire. Et puis après, je l'ai laissé composer et on s'est retrouvés quelques semaines plus tard au moment de l'enregistrement. L'enregistrement s'est fait d'ailleurs avec des clarinettes, si j'ai bonne mémoire, et un quatuor à cordes, le quatuor Enesco. C'est des Romains. C'était drôle parce qu'ils s'engueulaient tout le temps. C'est des frères, il y en a 2 ou 3 qui sont frères, ils n'arrêtent pas de s'engueuler. Donc ça rendait l'enregistrement, c'était assez désopilant. Mais bon, il y a assez peu de musique dans le film. Et en même temps, moi je lui faisais totalement confiance. Je ne lui ai pas dit je voudrais une musique un peu comme ci ou comme ça. Non, c'est Philippe Hersant, c'est un grand musicien. Je lui ai fait confiance et je trouve ce qu'il a fait est vraiment très, très beau. Du coup, j'ai plus d'une fois retravaillé avec lui. Et il tombe toujours très juste, sans que j'ai besoin de lui dire j'aimerais ci ou ça. On choisit les endroits, mais voilà. Mais il avait commencé par me dire j'espère que tu en veux très peu, parce que ce qui était bon signe. Je trouve que les films, aujourd'hui, il y a trop de musique. Souvent, on finit par ne plus l'entendre. Quand c'est trop, on l'écoute plus, on l'entend plus. C'est de l'habillage. Moi, je préfère qu'il y en ait peu, mais qu'au moins, elle ait une fonction dramaturgique, si on veut. Un peu ironique, quelquefois. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout là-haut. Ah, d'accord. Bonjour, je vous remercie énormément pour ce merveilleux film. C'est très amusant. Tout le long du film, c'est très amusant. Chaque plan compte, chaque son. Un tout petit peu plus près du micro. Ah, d'accord. Voilà. En fait, j'aimerais bien je vous remercie pour ce merveilleux film, parce que chaque moment compte, chaque écho, chaque bruit, chaque son. Ce que j'aime bien que nous parlez à propos du montage, parce que j'imagine que vous avez des roches, comment c'était au niveau du montage, et c'est vraiment votre choix. Comme deuxième question, à propos du commentaire, est-ce que vous avez choisi de ne pas mettre de commentaire et de laisser le spectateur, lui qui reçoit tous ces messages, toutes ces informations, et c'est lui qui va créer son propre texte, quoi. Mais oui, Merci. bien sûr. Je ne sais pas ce que j'aurais pu... Quand j'ai
en cours de montage, puisque j'avais trouvé des coproducteurs avec Antenne 2, une chaîne de télé, aujourd'hui c'est France 2, et La 7, aujourd'hui ça s'appelle Arte, mais ils sont venus voir le film en cours de montage et ils ont tous les deux dit et alors il va y avoir un commentaire, j'espère. Je dis non, il n'y aura pas de commentaire. Ils étaient un peu déstabilisés parce qu'à l'époque, en 90, le documentaire c'était toujours asserti d'un commentaire. Pour dire quoi? Qu'importe au fond. Qu'importe ce qu'on raconte, ce qui compte pour les gens de télé, c'est qu'il y ait un commentaire, c'est-à-dire ce qui compte, c'est qu'on prenne les spectateurs par la main. Il ne faut surtout pas laisser les spectateurs tout seuls, livrés à eux-mêmes. Il ne faut pas que les spectateurs pensent par eux-mêmes. Il faut leur dire ce qu'il faut penser. Et moi, c'est exactement le contraire de ce que j'aime faire. Et vous l'avez dit. Je fais confiance aux spectateurs et je pense que les spectateurs sont assez grands pour, face aux images, se faire leur film. Chacun se fait son film. Un film n'est jamais fini une fois fini. Ou plutôt, on n'en a jamais fini avec un film. C'est-à-dire que, on pourrait le dire autrement, un film grandit avec ses spectateurs. J'ai envie de le dire comme ça. Les spectateurs s'en emparent et un écrivain, comment il s'appelait, Julien Green, disait « J'écris des livres pour savoir ce qu'il y a dedans ». Et moi, en le plagiant, je dis souvent, je fais des films pour savoir ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas toujours ce qu'il y a dans mes films. C'est-à-dire que je fais un film, mais il y a des choses que je n'y ai pas vues moi-même. On pense toujours que le cinéaste, c'est celui qui a tout maîtrisé. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des spectateurs. Et les spectateurs s'emparent des films. Chacun s'empare du film à partir de ce qu'il est, de son enfance, de son propre parcours, de sa culture, etc., de ses origines. Bref, chacun s'empare d'un film. Et quelquefois, une main se lève dans la salle et un spectateur, une spectatrice vous apprend quelque chose sur le film que vous venez de faire, que vous n'aviez vous-même pas vu ou pas imaginé. Et d'ailleurs, il n'y a rien de plus beau pour moi que ces moments-là, où tout d'un coup, vous apprenez quelque chose sur le film que vous avez fait, que vous n'aviez vous-même pas vu. Ça vient d'un autre. Ça, c'est souvent très beau quand ça sonne juste. Alors voilà, il n'y a pas de commentaire parce que j'ai rien à dire de plus. J'emmène les spectateurs par la main à la rencontre, à la découverte de quelque chose. Et puis c'est pas à moi de surligner, de dire aux gens voilà ce qu'il faut penser. Chacun peut penser par soi-même ou se laisser aller à ses émotions. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'aime beaucoup votre film, surtout le côté, le côté humain. C'est-à-dire, la dernière scène, elle m'a impressionné car je pense que la dernière scène, c'est plutôt votre film. C'est le fait que vous avez représenté les personnages qui travaillent dans le musée. Et donc, c'est comme si c'est ce que j'ai reçu moi, d'après votre regard dans le film, que ce n'est pas vraiment l'art ou bien le musée qui vous intéresse, et c'est plutôt l'être humain qui travaille dans ce musée et toujours revenir à ceci à la fin du film, cette scène qui peut résumer vraiment vos intentions. Ce n'est pas vraiment une question, c'est juste, j'aimerais bien que vous pourriez peut-être expliquer plus à propos de la dernière scène, si j'ai tort ou pas. Tous ces portraits. Oui. Alors, tous ces portraits, oui, je les ai accumulés tout au long du tournage. De temps en temps, je demandais à un gardien
il ou elle voulait bien s'asseoir et simplement... Et figurez-vous, c'est ce qui a été le plus difficile à faire. Pourquoi? Parce que quand vous filmez des gens qui sont en train de travailler, ils sont pris par leur travail. Et je ne dis pas qu'ils vous oublient, mais la caméra est peut-être moins pesante. La caméra est moins intrusive, peut-être. Elle est moins... Tandis que quand vous demandez à quelqu'un simplement d'être là, moi, je vais vous raconter un truc. Il m'arrive souvent, après une journée de tournage, j'ai filmé des gens toute la journée. Tout s'est bien passé, et les gens ont accepté, etc. Et à la fin de la journée, quelquefois, je dis, bon, allez, maintenant, on va faire une photo. Ah non, 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 j'ai peur, je veux pas. Ah non, j'aime pas les photos, etc. Et tout d'un coup, les mêmes personnes que vous avez filmées se trouvent gênées, embarrassées à l'idée de poser pour une photo. Parce que pour une photo, il s'agit de poser. On fait rien de ses bras, on fait rien de ses mains. On est là, un peu à nu, comme ça. Et ça fait peur aux gens. Et pour ces portraits, c'est un peu pareil. Les gens à qui que je sollicitais étaient souvent un peu intimidés. Et c'est ce qui a été finalement le plus difficile à faire. Mais bon, pas si compliqué que ça non plus. Hein. Mais en effet, ces moments où les gens sont simplement là, il y a leur respiration, je trouve que c'est des scènes, c'est des plans que je trouve émouvants. Oui? Attends, c'est lui qui a dit. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour le film. Et en fait, est-ce qu'on peut dire que quand on voit le film, c'est un peu comme dans Nénette, en fait, au niveau du son, c'est le son qui parle en fait un peu dans le film, et que quand on regarde le Louvre, en fait, ce sera un peu comme une caméra subjective. Et, vous posez la caméra et nous on se met à la place, on met notre œil à la place du caméra et on vit dans le Louvre en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, comme un endroit où on ne peut pas aller d'habitude et en fait on se balade tout le long du film. Ben, il y a le film propose au spectateur une sorte de visite privée du musée. Et vous ne verrez jamais ça quand vous irez au musée. Vous ne verrez jamais les gens installés, parce que souvent on ferme les salles quand on installe, qu'on réinstalle, et qu'on voit les gens hésiter. D'ailleurs, c'est assez beau de voir ces gens qui sont quand même des grands spécialistes de l'art. Ce monsieur, c'est le conservateur des peintures, qui ne sait pas s'il faut mettre celui-là ici, celui-là là, etc. Ça fait penser au montage d'un film. Quand vous montez un film, vous orchestrez la suite des scènes, et vous pouvez tout à loisir, quelquefois inverser deux scènes, inverser deux plans, etc. Et là, c'est un peu pareil. Un conservateur, c'est celui qui va organiser, orchestrer l'ordre de passage, la succession des tableaux, des sculptures, des objets, et qui va un peu guider le regard des spectateurs. À la différence près que dans un film, on ne peut pas faire marche arrière, alors que dans un musée, on peut revenir sur ses pas. Voilà, et puis oui, il y a l'importance du son. Il n'y a pas de filtre, on est là avec eux. Monsieur? Oui, tout au long de votre filmographie, et notamment je pensais à votre film sur Courcheverny par exemple. La moindre des choses. Pardon? La moindre des choses. Sur oui, voilà, exactement. Et j'ai énormément de différentes qualités, mais moi ce qui me trouble un peu, c'est qu'on a l'impression que dans ces qualités, il y en a qui sont contradictoires les unes avec les autres. Se faire présent, se faire absent, être disponible à l'autre et savoir exactement ce que vous voulez. On a l'impression que ces qualités, et c'est ça qui fait sans doute le prix de vos qualités, comme celle de Agnès Varda par exemple,
Hein, c'est qu'on se demande si ces qualités sont compatibles avec elles et comment vous arrivez à cette espèce de miracle d'avoir des choses qui sont, semble-t-il, contradictoires entre elles. Comment ça contradictoire, c'est-à-dire? Hein, c'est-à-dire je me fais absent et c'est vous qui me révélez à moi, par exemple. Hein, vous dites, il y a toute une série de choses qui semblent ne pas aller ensemble et qui sont, à mon avis, qui sont assez admirables chez vous, mais que je n'arrive pas à saisir au niveau de cette espèce d'hétérogénéité, si vous voulez. En fait, il ne s'agit pas d'être absent. Oui. C'est tout le contraire. Oui, j'ai bien. Voilà, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Mon travail, alors, mon travail ne consiste pas à me faire oublier. Il consiste à me faire accepter. Voilà. C'est pas pareil. Oui. Se faire oublier, ça laisserait entendre qu'on filme les gens un peu en douce, un peu à leur insu. C'est pas mon style, c'est pas mon genre, c'est pas ma philosophie. Il s'agit d'être présent, mais pas n'importe comment. Il s'agit d'être présent et de se faire accepter, mais sans forcer les portes en ce qui me concerne. Moi, je suis quelqu'un d'assez pudique. Je trouve que je ne force jamais personne. Si les gens ne veulent pas être filmés, ça les regarde. Et ils ont tout à fait le droit. Et donc, je n'insiste pas. Au fond, et je vais revenir à cette question du hasard qu'on évoquait tout à l'heure, je dis quelquefois que mon travail consiste à programmer le hasard. Alors, au Louvre, c'est pas moi qui ai programmé le chantier. Hein, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'agit pour moi de créer des conditions autour de moi pour que les personnes que je sollicite, que j'ai envie de filmer, acceptent de l'être. Créer des conditions relationnelles, créer des conditions esthétiques, éthiques, etc., pour que des gens qui sont là acceptent de me donner quelque chose. Me donner... C'est un peu un oxymore, programmer le hasard, exactement. Mais il s'agit de ça, faire en sorte que les gens acceptent de nous donner quelque chose, acceptent de jouer avec nous. Et là, quand on voit ce film, on le voit, que les gens sont filmés et par moments mais jouent avec nous. Je pense aux ouvriers qui ont hissé un immense tableau, et puis on le plaque contre le mur, et ensuite ils sortent de derrière le tableau, et il y en a, si on regarde bien, il y en a qui ont fait 2 fois le tour. Ils ont joué avec nous, ils étaient heureux d'être filmés, ils étaient heureux ils sont fiers de ça, c'est pas n'importe quoi, on a relevé des toiles de ce peintre Lebrun, on fait un boulot, et puis on est filmé, ils ont joué avec moi. Le conservateur qui s'amuse à faire des pirouettes, enfin des petits pas de danse comme ça, c'est pareil, il est à la fois, il se montre un peu hésitant, il ne sait pas très bien s'il faut mettre, mais il a compris que de le voir hésitant va faire comprendre qu'il fait un boulot difficile. Et voilà. Voilà, donc c'est un peu ça mon travail. Alors, au Louvre, les gens sont débordés par ce qu'ils font. Quand je tourne à la clinique psychiatrique de la Borde, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas une telle obligation de faire vite, de se dépêcher pour que les œuvres soient sur les murs à temps, etc. Mais il y a d'autres impératifs. Bien sûr, on ne filme pas les patients et les soignants d'une clinique psychiatrique mais on ne filme rien sans l'accord des gens. Ça ne veut pas dire forcément de leur faire signer un papier, ça c'est encore autre chose, mais enfin, en tout cas, moi
je ne peux pas filmer des gens je ne pourrais pas filmer des gens qui ne sont pas, un tant soit peu d'accord pour être filmés, bien sûr. C'est ce que j'appelle, c'est une question importante dans le cinéma, dans le documentaire. On parle beaucoup en ce moment de la question de l'emprise. L'emprise du cinéaste sur ses acteurs, on en parle notamment à travers l'actualité, la parole d'Adèle Haenel, etc. La question de l'emprise du cinéaste sur celles et ceux qui sont filmés. Et moi, je dis depuis longtemps que, pour moi, dans le champ qui est le mien, celui d'un cinéma documentaire, la question de l'après est une question essentielle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi quand on fait un film? Et je dirais, on ne le sait pas toujours. Vous faites un film, vous filmez des gens, etc. Il y en a qui seront très contents, très heureux, il y en a d'autres qui seront un peu déçus, il y en a d'autres encore qui seront peut-être en colère, ou qui seront peut-être un peu amers. Quelquefois, ils seront amers parce qu'on les a coupés au montage, ils sont plus dans le film. Enfin, on ne sait jamais exactement. Et il y a une part d'imprévisible. Mais en tout cas, le cinéaste se doit d'être un peu attentif à ça. Se doit de se poser cette question-là. Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Parce que faire un film documentaire, c'est filmer des gens qui sont... C'est pas des professionnels, c'est pas des acteurs, c'est des gens qu'on prend dans la vie de tous les jours et qu'on propulse dans la lumière. Puis ensuite, on va s'en aller. Et ils vont devoir retourner au travail, à l'école, bref. Et le cinéma aura laissé des traces. Il faut espérer que ces traces qu'on laisse sont plutôt des belles traces. On se doit d'y réfléchir un tout petit peu, surtout alors quand c'est des enfants enfin des gens qui n'ont pas... Par exemple, les enfants du film Être et avoir. Je vous donne un exemple. C'est un film qui a eu un énorme succès. J'ai filmé dans une école à la campagne pendant 10 semaines. Et le film, contre toute attente, fait presque 2 millions d'entrées en France. C'est considérable. On peut se dire, c'est chouette pour tout le monde. Mais c'est un peu à double tranchant, parce qu'à la rentrée d'après, juste après la sortie du film, il y avait toutes les télés dans le village, et devant chez Jojo, et devant l'école. Et c'était, tout d'un coup, ça devenait extrêmement intrusif, ça devenait lourd, c'était trop, et ça, d'une certaine manière, j'y suis pour rien, mais d'ailleurs on a fait intervenir le rectorat, l'inspection académique, pour que les médias prennent un peu de distance, parce qu'ils étaient sur leur dos. Et ça, c'est des choses un peu imprévisibles. Quelquefois, un film peut faire du mal. La caméra, c'est une arme. Une caméra, c'est un outil, mais c'est une arme. Et quand on filme, quand on a une caméra dans les mains, on exerce un pouvoir sur les autres, un pouvoir d'intimidation. Un cinéaste se doit de poser la caméra, d'apprendre à poser la caméra. C'est mon sentiment à moi. C'est pas, tout le monde ne le partage pas. Il y a des gens qui filment et qui rentrent dans l'intimité des gens, etc. Et moi, je pense que, enfin, pour moi, c'est important de poser des limites. C'est important qu'il y ait un hors-champ. C'est important de ne pas tout dire. C'est important de résister à ce tout visible dans lequel le monde est en train de sombrer inexorablement. C'est important parce que faire un film, c'est construire quelque chose, c'est construire un regard. Et ça n'est justement, c'est tout le contraire de
ce tout visible, de cette avalanche. Ça, c'est les réseaux sociaux. On montre tout, on dit tout, etc. On rend la justice, on dévoile l'intime, on raconte ce qu'on a bouffé hier soir, etc. Ce dont tout le monde se fout, mais c'est important pour soi de pouvoir dire j'ai mangé des spaghettis bolognaises, regardez. Mais le cinéma, c'est pas ça. Le cinéma, me semble-t-il, doit résister à ce tout visible et poser clairement les limites du champ et du hors-champ. Il ne faut pas forcément tout montrer, il faut pas tout dire. Il y avait un critique et cinéaste qui s'appelait André Labarthe et qui disait c'est parce que le cinéma peut tout montrer qu'il n'est jamais aussi fort que quand il renonce à ce pouvoir. Et je trouve que c'est une phrase magnifique parce qu'elle dit bien que faire un film, c'est à la fois montrer et cacher. C'est dire et occulter des choses. C'est ne pas tout dire. C'est si on veut que l'imaginaire du spectateur investisse l'écran, il ne faut pas tout lui dire. Il faut ménager des zones d'ombre pour que le spectateur puisse raccorder les choses entre elles, puisse faire des connexions. Si on fait tout à la place du spectateur, on le traite mal. On pense pour lui, c'est-à-dire qu'on ne le considère pas, on le déconsidère. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quels conseils vous pourriez donner à des jeunes, parce qu'en fait, on est au lycée La Haute-Oie et du coup, on doit réaliser un doc cette année en option cinéma. Et je voudrais savoir quels conseils vous pourriez nous donner au niveau de l'écriture. Est-ce qu'il faut d'abord écrire notre film, écrire nos idées, tout ça, ou partir à l'aventure et l'écrire après au moment du montage et choisir vraiment quelle continuité on veut donner aux images. Voilà. Je trouve que c'est bien d'écrire quelque chose. Écrire, ça ne veut pas dire qu'au moment où on écrit, on sait déjà tout ce qu'on va dire de A à Z. C'est pas ça écrire. Là aussi, c'est peut-être laisser une part d'incertitude, une part d'inconnu, mais écrire, c'est quand même une façon de mettre des mots sur ce qu'on veut faire, c'est pas mal. D'abord, ça permet aux uns et aux autres, surtout quand on est plusieurs, c'est d'autant plus difficile, parce qu'il faut se mettre au fond, essayer de faire tous un peu le même film, c'est pas simple, ça va pas de soi, c'est compliqué, mais peut-être que l'écriture peut aider à ça, peut aider à se mettre d'accord sur l'essentiel. Après, dans les détails, on peut laisser les choses ouvertes à une certaine improvisation, mais c'est pas mal d'écrire. Maintenant, c'est pas non plus la seule et unique méthode. Il y a des films qui se font sans... La Ville Louvre, c'est un film pour lequel j'ai quasiment pas écrit, puisque j'ai commencé à tourner avant que ça soit un projet reconnu pour la télé, etc., ou pour le cinéma. Et donc j'ai écrit après. Une fois le film fini, j'ai fait une liste de mots. La Ville Louvre, 2 points, 7 départements, 50 conservateurs, 350 gardiens, des électriciens, des chauffagistes, etc., etc. J'ai fait une liste de mots. Bon, bonne chance pour votre... Vous avez un sujet, vous avez vous savez déjà un peu vers quoi vous allez? En fait, nous, on a choisi de travailler avec le zoo d'Amiens. Oui. Du coup, voilà.
Et ils sont d'accord? Oui, ça fait. On a un partenariat avec eux depuis l'année dernière, du coup. C'est chouette. Vous allez, j'espère, bien vous amuser. Merci. Parce que filmer les animaux, c'est souvent très émouvant. Et puis c'est des corps qui ne sont pas comme les nôtres. Et puis et des regards, et des bruits, et ça promet. Vous allez peut-être aussi filmer les humains qui travaillent là. Oui, justement, nous, ce qu'on veut, c'est se baser aussi sur votre travail, notamment sur Nénette, en dissociant l'image et le son, en montrant les animaux et avec un son qui soit humain. Voilà. D'accord. Nénette, elle aurait voulu venir au Festival d'Amiens. Mais la ménagerie n'a pas voulu. Sinon, elle serait là avec nous pour... C'est une orang-outan. Oui. Alors, je vais profiter pour proposer une deuxième question. C'est, j'ai bien entendu ce que vous disiez sur le hasard et sur le fait que finalement après on va le construire. Est-ce que justement vous n'avez pas un peu choisi de vous attarder sur certains personnages, enfin sur certains employés du Louvre qui deviennent des personnages? Je pense notamment au conservateur et à son assistante, qui forment un duo assez intéressant. Et est-ce que vous avez finalement choisi de mettre un peu le focus sur eux, parce qu'on les voit finalement beaucoup, et on voit aussi les rapports qu'ils ont avec les autres employés, les remarques que les employés font sur leur dos quand ils ne sont pas là. Oui. Enfin, donc est-ce que là, il n'y a pas finalement de votre part une espèce de construction de personnages, un peu à la Tati, hein, vous parliez de Tati tout à l'heure, moi j'ai pensé à elle. Bien sûr. Alors quand j'évoque le hasard, ou quand j'évoque un tournage improvisé, ou quand je dis que je travaille d'une manière instinctive, ça ne veut pas dire que tout est laissé au hasard. C'est pas ça que ça veut dire, mais même ça veut dire qu'il y a une part importante de ce côté-là, mais après, en effet, alors filmer ne consiste pas, à mon idée, filmer, ça ne consiste pas à engranger le plus d'images possibles en se disant on verra après au montage. En filmant, on construit. Quand je tourne, je pense montage. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que, là encore, quand je dis je pense montage quand je tourne, ça ne veut pas dire que au moment où je tourne une scène, je sais déjà qu'elle sera au début du film, à la fin, au milieu, enfin ça peut arriver, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que au tournage, je fonctionne beaucoup par association d'idées. Ou en pensant construction. Certains personnages récurrents, comme vous l'avez dit. C'est important qu'il y ait, pour un film comme celui-là, qu'il y ait quelques personnages un peu récurrents, sinon c'est un catalogue. S'il n'y avait que des séquences avec des personnages nouveaux à chaque fois, ça deviendrait un catalogue. Il faut qu'on puisse, c'est un équilibre, tout à la fois découvrir régulièrement des situations nouvelles, des personnages nouveaux, et en même temps qu'il y ait quelques personnages un peu récurrents pour asseoir un peu les choses, pour qu'il y ait un peu de continuité. Donc c'est un travail d'équilibre entre ces différentes données-là. Vous êtes drôlement sage. Je vais quand même poser une question, si tu permets. En fait, si tu veux, au Festival d'Amiens, on a aussi tout un travail, un panorama sur le travail
et quelles sont nos relations au travail, comment les cinéastes filment ça. Et quand tu filmes les humains et ce qui circule entre les humains, que ce soit dans Qui c'est, que ce soit dans De chaque instant, ou La maison de la radio, ou même à la clinique de la Borde, c'est toujours filmer l'humain, mais dans des groupes qui sont déjà structurés, enfin formés, et rarement des humains isolés dans leur vie quotidienne, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu analyses comme ça, ou bien... Oui, chez moi, c'est vrai que je filme souvent au sein d'un collectif. J'emploie volontairement ce mot collectif et pas le mot communauté. Je n'aime pas les communautés au sens où, comme des milieux fermés sur eux-mêmes, en vase clos. J'aime bien les collectifs, c'est-à-dire qui supposent souvent de l'hétérogénéité, une diversité. Là, il y a une diversité de gens, de professions, de visages, de statuts sociaux, etc. Il y a toute la hiérarchie, il y a ceux qui donnent des ordres, ceux qui les exécutent, bref. Mais c'est quelque chose d'important pour moi. Et par ailleurs, en effet, je m'attache souvent à filmer des gens au travail. Si certains d'entre vous vont voir demain De chaque instant, le dernier de mes films, c'est un film tourné dans un IFSI. Vous savez ce que c'est un IFSI? C'est un institut de formation en soins infirmiers. Il y a peut-être des gens parmi les lycéens qui sont là, des gens qui ont envie de devenir infirmier, infirmière l'an prochain, etc. Mais voilà, c'est un métier difficile, souvent méprisé, souvent déconsidéré. L'actualité le raconte bien aujourd'hui. La pression économique est très forte, les salaires sont faibles, et pourtant, tous les ans, en France, il y a environ 90 000 jeunes gens, jeunes femmes, qui se lancent dans des études d'infirmier parce que c'est un métier qui, malgré tout, reste attractif puisqu'il nous place au cœur de l'humain. Voilà, donc ce film De chaque instant, c'est une plongée dans un institut de formation en soins infirmiers et on voit donc des gens qui se forment à ce métier, qui apprennent à faire un massage cardiaque, à faire des injections, à faire toutes sortes de gestes, puis qui vont se trouver en stage avec des vrais patients. Tout d'un coup, ça ne sera plus des mannequins. Et puis, bref, je ne vais pas raconter le film, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait un choix. J'avais envie de rendre hommage à ce monde des infirmiers et des infirmières en faisant ce film. Et j'aurais pu faire un choix différent, j'aurais pu m'installer dans un service hospitalier et filmer des gens au travail, des infirmières au travail, des infirmiers, des infirmières, des aides-soignantes, etc. J'ai choisi d'aller dans un institut de formation et il y a une raison, c'est que quand vous voyez des gens dont les gestes sont rodés, ils font une injection, ça va très vite, les gestes sont rodés et on n'a pas l'impression que c'est difficile. Quand vous filmez des gens qui apprennent, en particulier des débutants, des débutantes, qui s'exercent, ils hésitent, c'est compliqué, il y a tout un tas de protocoles qu'il faut observer, il faut mettre ses gants, les enlever, se laver les mains, refaire ci, refaire ça, etc. On se rend compte que derrière un geste simple, qu'un geste simple est en réalité très compliqué. Il faut apprendre, il y a plein de choses derrière ce geste tout simple. Et du coup, quel meilleur moyen de rendre hommage à cette profession qu'en montrant que ce travail souvent un peu méprisé, il est bien plus difficile que ce qu'on pensait. Mais je crois au fond, tous les films
presque la plupart des films, qu'il s'agisse des films documentaires et presque plus encore du cinéma de fiction, montrent des gens qui sont aux prises avec des problèmes à résoudre. Il y a un film, c'est ça, c'est souvent le récit d'une difficulté qu'il va falloir résoudre. Une enquête policière, que sais-je, une histoire d'amour qui se casse la gueule, ou qui... Bref. Les films racontent toujours des gens qui sont aux prises avec des problèmes. Et en 1h30, 1h45, il faut essayer de traverser ces problèmes. Et moi, finalement, je ne fais pas autre chose. Je filme des gens qui sont toujours au pied du mur, qui doivent faire un beau musée, qui doivent apprendre à devenir infirmière, qui doivent... Bref, les gens que je filme sont toujours confrontés à des obstacles qu'il s'agira de franchir. Et c'est ce qui nous les rend proches, parce qu'on est avec eux, on a envie qu'ils réussissent, on a envie qu'ils y arrivent, on a envie que... et c'est ce qui nous les rend proches et souvent attachants. Oui, je me disais que souvent, en fait, quand on finit de voir un film, on oublie le début, comment ça commence. Et là, je me souviens qu'en fait, il y a un très beau début, je trouve. Vous nous emmenez en fait dans cet univers, comme un peu des cambrioleurs qui rentrent clandestinement, un peu comme vous l'avez fait vous-même en fait au début. Et je me demandais comment était venue cette super idée, quoi, de découvrir les tables avec la torche. Enfin, c'est vraiment très beau, je trouve. Je ne sais plus, mais je ne sais pas d'où vient. Alors, ça c'est une question compliquée pour moi. D'où est venue l'idée? Je ne sais pas très bien. J'avais furieusement envie de filmer une ronde de nuit. Donc, c'est d'ailleurs presque la seule fois où on a été accompagné, parce que j'ai pu filmer dans le Louvre dans une totale liberté, sauf dans les réserves où on était accompagné, et sauf quand on est venu filmer la nuit. Mais sinon, on a pu se promener très très librement. Ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes, parce que souvent les équipes qui viennent éclairent, ont des projecteurs, etc. Et les conservateurs sont affolés à l'idée qu'un projecteur tombe sur un tableau. Nous, comme on n'éclairait pas, on pouvait se promener très très librement. Je ne sais plus comment cette idée de commencer le film par la nuit est arrivée, mais ça s'est au fond facilement imposé. Mais c'est important au début, comment on emmène les gens dans... Ben oui, l'entrée dans un film c'est essentiel. Truffaut disait, je crois, qu'il fallait être attentif à la 5e bobine, ou à la 3e peut-être, je ne sais plus, mais qu'il y a un moment dans les films, il faut que ça relance, etc. Mais le début aussi, c'est vraiment important. Et quelquefois, on fait des bêtises, on fait des erreurs. Je me souviens d'un film que j'ai fait qui s'appelle Le Pays des sourds. Et dans ce film, il y a... Je filme des sourds, des grands, des petits, un couple sourd qui se marie, des enfants sourds à l'école, etc. Et la première scène à l'école montre l'institutrice sous un jour très sévère. Et c'est une femme qui était à la fois sévère, mais en même temps exigeante, et elle avait envie de les aider du mieux qu'elle pouvait, quitte à être un peu dure. Et le film montre cette femme, au début, dans cette première scène, elle engueule un gamin, elle le menace d'aller à sa place parce qu'il ne sait pas, etc. Et on sent que le gamin qui n'arrive pas à prononcer certaines lettres est très, très malheureux. J'ai eu tort de la montrer, de mettre cette scène au début, parce que jusqu'à la fin du film, on ne voit cette institutrice que sous cet angle de la sévérité. Et c'est pas juste.
on aurait vu cette scène plus tard dans le film, après l'avoir vue un peu plus douce, ça aurait été plus nuancé. Et je m'en veux. Et je pense qu'elle m'en veut aussi d'ailleurs. Elle en a souffert de ça, on en a parlé. Quelquefois, on fait des bêtises comme ça. Je parlais de l'après, ce qu'on laisse derrière soi, mais voilà un exemple. On est quelquefois un peu emporté par ce qu'on fait ou par... Tout ça demande beaucoup de recul, parfois, de nuances, de... Et là, je pensais aussi à... Enfin, pas par rapport au regret, mais parce que ça n'inquiète pas, mais c'est par rapport au fait de l'interview, de la présence d'interviews dans vos films, parce qu'on parlait des statuts de parole, et effectivement, il n'y a pas de commentaires, et vous captez des fois des ambiances, des dialogues comme ça, et en fait, je me souviens, dans Être et avoir, il y a une longue interview de l'instituteur à un moment donné, et est-ce que c'était rétrospectivement, justement, comme vous trouvez que c'était nécessaire, justement? Alors, j'appelle pas ça une interview, mais c'est en tout cas un moment où l'instit me parle, je le lance avec une question peut-être, je sais même pas si on entend ma question, mais non, je crois pas, mais enfin bref, l'instituteur du film raconte d'une part ses origines espagnoles, et ses parents étaient cultivateurs, etc. Lui a se rêver instituteur, et il raconte en quelques mots ce désir et son parcours. Et il y a parfois, c'est vrai, dans les films, des moments où, c'est le cas de La moindre des choses, c'est le cas des moments où les personnages que je filme posent leurs outils, leurs instruments, et on parle un peu. Et c'est souvent, alors il arrive qu'on me le reproche, il y a des gens qui trouvaient que cette scène dans Être et avoir était un peu exogène, un peu différente du reste. Et moi j'aime bien ça, c'est-à-dire que j'aime bien tout d'un coup, par une séquence comme ça, sortir le spectateur du petit confort dans lequel le film l'a installé. On peut rester tranquille, on est bien avec le film, avec ses gamins, etc., etc. Et il y a une séquence qui dérange un peu, elle tranche un peu avec le reste. Et ça nous sort un peu de notre petit confort de spectateur. Et ça donne un peu de distance. Ça permet d'avoir un peu de distance prendre un peu de hauteur ou un peu de distance avec le reste. Il faut peut-être... Non ? En vous écoutant Il n'était pas question d'une rencontre avec des étudiants. Ils sont là ? Après. Allez-y, posez votre... Oui, en vous écoutant reparler de La moindre des choses, je repensais à cette fameuse phrase de Kundera qui, par rapport à ce qu'on dit, la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié, lui il disait, la culture c'est ce qui manque quand on a tout appris. Et là, finalement, je pensais un peu à Horry, qui disait, mais qu'est-ce qui manque? Ce qu'il appelait la sous-jacence. La sous-jacence. Il appelait ça la sous-jacence. C'est un peu de ça dont il s'agit. Oui, mais c'est compliqué là de... Je veux bien vous répondre, mais on va parler ensemble d'un film que les autres n'ont pas vu, et donc il faut ménager les spectateurs quand même. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Merci pour le film, c'était sympa. Alors j'ai peur de dire un truc, c'est par rapport à une scène en fait, elle m'a fait rire. C'est au moment de l'ascenseur qui est vachement lent, puis on voit les sabots d'un cheval à côté. Bon, moi ça représentait un peu la course, du coup ça m'a fait un peu rire. Et après il y a un second retour où il y a l'ascenseur qui remonte.
Et juste avant, il y en a un qui dit ah voilà, c'est ça mon métier. Et je sais pas si ça parlait de vitesse ou s'il y avait un parallèle avec vous ou pas. Moi j'en ai vu un tout seul, mais parfois je me fais des films tout seul. Mais voilà, c'était juste pour s'il y avait un truc derrière ça. Quelqu'un dit c'est ça mon métier? Non, il y a une personne dans le. Dans l'ascenseur? Qui est dans le film, qui dit ah c'est ça mon métier. Et juste après, il y a le retour à l'ascenseur où ça monte. Et du coup, je me suis demandé si c'était pas vous qui avez fait un clin d'œil en disant oui, c'est ça mon métier. Et du coup, j'ai pensé à deux vitesses, mais je me suis peut-être fait un film tout seul, je sais pas. Bon. Alors, écoutez. Non, je crois. Merci. C'est pas intentionnel. Enfin, je. Du coup, ça me parle pas. Ça me rappelle du tout. Ah ouais, moi, ça m'a fait bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Je ne serai pas là demain, mais il y a donc ce film de chaque instant qui vous apprendra une sorte de geste, donc qui vous fera rencontrer des jeunes gens et des jeunes femmes très beaux, plein de leurs rêves de soins, au sens fort du mot. Merci.